Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Disons-le en chanson, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. C'était ce samedi 13 février, célébration des 88 ans du chef de l'État dans ce 20h30. Bâtissant donc avec la diaspora, le dossier du 20h30 ce soir révèle le poids des Camerounais de l'étranger dans le produit intérieur brut. Une participation décryptée sur ce plateau avec la rédaction. Également invité sur ce plateau l'ADG, l'administrateur directeur général de la régionale de crédit et d'épargne. Disons-le donc à la radio, média immortel finalement, dont la journée mondiale était célébrée ce lundi ici à la CRTV. Nous vous ferons vivre la cérémonie de la maison de la radio dans ce journal. Voilà pour les titres, développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. C'était un jour de joie ce samedi 13 février 2021. Les Camerounais ont célébré les 88 ans du chef de l'État. Un anniversaire tout en symbole, premier arrêt ici à Yaoundé, où la jeunesse s'est massivement rassemblée au Palais polyvalent des sports pour une manifestation en soutien à l'homme du 6 novembre 82. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, y était représenté par le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargamboa, accompagné par de nombreux autres membres du gouvernement. Dieudonné Ongba. Samedi dernier, Paul Biya, président de la République et chef de l'État du Cameroun, souffle la 88e bougie. Une grâce et un privilège reconnus et célébrés par les Camerounais qui ont là cette chance d'avoir un patriarche à la tête du pays. Parmi les premiers à reconnaître ce privilège, cette jeunesse mobilisée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, samedi 13 février 2021. Environ 3000 jeunes Camerounais, sans distinction de région ni de religion, se sont levés comme un seul jeune. D'abord, pour dire « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République ». Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. Ensuite, témoigner de leur soutien à l'endroit de l'homme du 6 novembre 1982. Un homme exceptionnel qui a fait ses preuves de par ses réalisations et de par sa sagesse en dépit de nombreuses épreuves. L'un des défis en date, c'est la pandémie du Covid-19. Conducteurs de mototaxi, vendeurs à la sauvette, travailleurs, étudiants, membres d'associations ont chanté en chœur. Au-delà des chants, des paroles louant les qualités de l'homme célébré, mais aussi affirmant un engagement indéfectible à soutenir le président de la République et les idéaux prônés, la paix, la tolérance, le civisme, le vivre ensemble. D'horizons divers, vous promettons, très cher papa, de nous mettre à votre côté pour promouvoir le civisme, le respect des valeurs républicaines. Toutes ces promesses sont sous-tendues par une volonté de poursuivre pour un Cameroun exemplaire. Les jeunes aiment le président Paul Biya, le chef de l'État en est conscient et il leur envoie l'ascenseur, va souligner Philippe Mbargamboa, ministre chargé de mission à la présidence de la République et représentant du chef de l'État à cette cérémonie.
Le légat du président de la République va relever sans exhaustivité les faits et gestes du président Paul Biya en la matière. Vous l'avez dit à souhait et à satiété, oui, vous aimez le président Biya et le président Biya vous aime. Le chef d'État, en me désignant, m'a chargé de vous transmettre toute son affection, tout son amour pour vous, parce que vous êtes inscrit dans les préoccupations premières du chef de l'État. Il ne me reste qu'à vous remercier tous autant que vous êtes pour cette merveilleuse fête. Et je me ferai l'interprète fidèle auprès du chef de l'État de l'enthousiasme, de l'engagement et de la belle fête que vous lui avez offerte ce soir. La présence d'une dizaine de membres du gouvernement ainsi que d'autres hautes personnalités à cette cérémonie. Indice de nombreux programmes et projets à l'endroit de la jeunesse. Une sollicitude que les jeunes vont reconnaître une fois encore à travers un tableau offert au chef de l'État. Hormis le visage du président Paul Biya, les grandes réalisations en termes d'infrastructures multisectorielles y seront gravées avec un idéal suprême, la paix. Face à cette mobilisation de la jeunesse, le président de la République, un homme très sensible, a offert non seulement un gâteau d'anniversaire, mais aussi, et de manière gracieuse, le spectacle de l'artiste congolais Fally Ipupa. Cadeau bien reçu et apprécié par la jeunesse. À 88 ans, le président Paul Biya reste en parfaite communion avec les jeunes, avec les Camerounais. Le deuxième tableau de ce 13 février 2021, c'est dans le sud, à une étape également riche de tout son symbolisme. Le site, c'est Saint-Mélima, la capitale du département d'origine du chef de l'État, le Djaïlobo, dans son devoir de mémoire et de gratitude, qui va adresser un boulevard et un monument en l'honneur du président de la République. La pose de la première pierre de ce symbole était précédée par une célébration œcuménique. Reportage à Saint-Mélima, Berthe Mbala. Un hommage qui s'inscrit au-delà du temps présent. Ici au carrefour Avébeye-Kombo, lieu chargé d'histoire et point de convergence des populations en partance ou en provenance du Djaïlobo profond, se dressera bientôt le monument Paul Biya. Nous répondons tout simplement à un devoir de mémoire, un devoir de gratitude vis-à-vis de celui qui représente pour nous un don de l'Éternel. Pour nous, aujourd'hui, la famille, c'est vraiment une très très grande émotion, un sentiment de fierté. 25 mètres de haut, l'ouvrage sera entouré d'un jardin public et arrosé de jets d'eau pour que prospère toute initiative en faveur de la paix et du développement dans la ville. Baptême du boulevard et pose de la première pierre viennent traduire en acte la reconnaissance des filles et fils natifs et adoptifs du Djaïlobo, exprimée en ce 13 février, jour d'anniversaire du président Paul Biya. Que l'occasion de son 88e anniversaire de naissance célébré aujourd'hui soit marquée d'un regain de grâce pour cette mission sociale. Prions aussi Dieu de bénir la vie et la famille de notre président. À travers ce geste, le Djaïlobo prouve une fois de plus que Paul Biya est bel et bien prophète chez lui. Heureux anniversaire encore, Monsieur le Président de la République. À présent, jetons ce regard sur la participation de la diaspora camerounaise à l'économie nationale. De quel poids pèsent donc ses compatriotes de l'étranger et dans quel secteur investissent-ils? Ce sont là les thématiques du dossier de la rédaction ce soir. Mais il faut d'emblée dire que selon les chiffres du PNUD de 2020, cette diaspora participerait à hauteur de 1% seulement, dirait-on, au produit intérieur brut. Voici l'enquête de Cyril Kingembepe sur les principales composantes de cette participation de la diaspora à l'économie camerounaise. 6 millions de Camerounais vivent dans d'autres pays. Leur activité économique principale en direction du Cameroun, les transferts monétaires. Nous apportons dans les secteurs de la santé, l'éducation, dans les secteurs de l'immobilier, le secteur de la finance, dans le secteur de l'agriculture. Il faut que la diaspora camerounaise interagisse avec les autorités camerounaises, avec toutes les autres parties prenantes. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis le forum de la diaspora en 2017. Nous avons accéléré ce travail durant le grand dialogue national.
1% du PIB selon une étude du PNUD. Des 5 940 milliards de francs CFA envoyés entre 2005 et 2019, 66% ont participé au bien-être des familles. Les activités génératrices de revenus et immobilières reçoivent environ 27% des envois. Parmi les secteurs explorés, le premier est l'immobilier, ensuite le commerce, puis l'agriculture et les services. Il faut que le Cameroun s'ouvre, que le Cameroun essaye de mettre sur pied un ensemble de stratégies pour attirer beaucoup plus l'apport de cette diaspora-là. Dans les secteurs de l'industrie, par exemple, un pays ne peut pas être émergent sans son industrie. Un pays ne peut pas être émergent sans la recherche. Un pays ne peut pas être émergent sans innover. Et ça, c'est des choses que nous avons acquises dans la diaspora. La contribution de la diaspora à l'innovation économique et sociale sera la porte ouverte aux investissements directs de l'étranger. Jusque-là, l'un des arguments pour justifier cette faible participation de la diaspora à l'économie nationale, c'était bien l'absence d'un cadre et d'instruments incitatifs. Le gouvernement a maintenant apporté des solutions en créant par exemple le Paris Jeudi, entendez le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Son fonctionnement est expliqué ici par Jean-Pierre Congé. Créé en février 2017, le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora Paris Jeudi a à son actif plusieurs actions visant à accompagner les jeunes Camerounais vivant à l'extérieur dans leurs différentes initiatives. Nous avons accompagné jusqu'à aujourd'hui 38 initiatives de la diaspora. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation dans les différentes villes. Nous avons accompagné une initiative de la diaspora américaine qui donner les moyens aux jeunes filles de potabiliser de l'eau. Nous avons financé des initiatives de la diaspora dans le cadre de la formation des jeunes à la programmation informatique. Nous accompagnons actuellement une initiative de la diaspora dans la mise en œuvre des espaces que la diaspora retourne investir dans le champ du bâtiment et de l'immobilier. Inciter la diaspora au retour et lui apporter un appui multiforme est l'autre sentier sur lequel s'est engagé le Paris Jeudi en 4 ans d'existence. Nous avons, avec l'Organisation internationale pour les migrations, contribué au retour de plus de 4500 jeunes migrants irréguliers, à l'élaboration des plans d'affaires et à l'accompagnement au financement de près de 2500 migrants irréguliers. Aux actions du Paris Jeudi, il faut ajouter toutes les initiatives prises par les différents départements ministériels, Mincommerce et Mirex notamment, pour apporter un accompagnement idoine à ceux des Camerounais de la diaspora qui veulent s'investir dans la vie de la nation. On l'entend bien, cette main tendue du chef de l'État et du gouvernement vers la diaspora tarde à porter des fruits palpables et conséquents. Julienne Vogo, bonsoir. Bonsoir Adèle. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À votre avis, la diaspora camerounaise a-t-il réellement saisi cette main tendue du chef de l'État? Je dirais oui. La diaspora camerounaise a capté la bonne volonté du président de la République, Paul Biya, l'associer à l'œuvre de construction nationale en l'invitant notamment à participer aux travaux du grand dialogue national, travaux qui sont tenus du 30 septembre au 4 octobre 2019. La commission sur la diaspora avait alors émis des recommandations qui appellent son efficacité. L'une d'elles, c'est la structuration de la diaspora pour éviter la prolifération des mini-organisations sur la base tribale, association de tel coin, association de tel autre, ou alors professionnelle, ce qui excluait d'autres, ce qui lui permettrait par ailleurs de coordonner des appuis multiformes à apporter au Cameroun pour contribuer à la quête de l'émergence que nous recherchons tous à l'horizon 2035. Évidemment, il y a encore une bonne partie qui traîne le pied, mais l'espoir n'est pas perdu d'associer à cette œuvre immense toutes les bonnes volontés. Comparaison n'est guère raison, Julienne, mais on voit des pays comme le Mali, le Sénégal ou même la grande Chine faire une part belle d'ailleurs de leur économie à partir de cette diaspora de ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui coince au Cameroun? Comment les Camerounais de l'étranger peuvent-ils s'ajuster pour mieux faire? D'ailleurs, est-ce que c'est possible? C'est possible.
Effectivement, quand on jette un regard sur les chiffres, les écarts sont énormes. En 2018, la diaspora camerounaise a procédé au transfert de 201 milliards de francs CFA vers le Cameroun, tandis que les Sénégalais transféraient 900 milliards dans leur pays, soit 4 fois et demi plus. Mais il y aurait plusieurs conditions à satisfaire pour atteindre ces montants astronomiques. D'abord, l'organisation. Il s'agit de réunir toutes les forces en présence pour une cause commune, de procéder à l'ouverture des portes de l'ambassade, comme c'est le cas à Paris et à Washington, à tous les Camerounais, épris de paix et de développement. Et ensuite, il faut faciliter la mise en œuvre des projets sérieux qui sont portés par la diaspora. Enfin, et c'est encore une des recommandations du grand dialogue national, d'adresser le problème de la double voire des multiples nationalités. Tout à fait. Cette structuration serait d'autant plus efficace qu'elle va inscrire la diaspora camerounaise dans le sillage des pays qui aujourd'hui apparaissent comme des références dans le monde. Entre autres, on peut citer le Mali et le Sénégal en Afrique subsaharienne, le Maroc au Maghreb, le Liban, l'Arménie et la Chine en Asie, dont la forte diaspora aide à la construction du secteur privé qui là-bas est très compétitif. Donc, nous le pouvons aussi. Yes, we can, on va le dire ainsi. Merci Julienne. Et dans la suite du journal, je vais tout d'abord donner lecture de ce communiqué de presse qui nous vient du ministère de la Défense, qui écrit le samedi 13 février 2021, une vidéo amateur est apparue sur la toile présentant un homme interrogé puis violenté et passé à tabac par des éléments des forces de défense et de sécurité. La scène se déroule dans la journée du jeudi 11 février 2021 dans la localité de Ndou, département du Dongamanton, région du Nord-Ouest. Les premières investigations menées ont conduit à l'identification de la victime. Il s'agit du nommé Jean Faye Fungong, soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local. Il a de même été aisé au commandement d'identifier les éléments des forces de défense et de sécurité compromis dans cet acte inacceptable. Il s'agit pour l'instant de 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers. Les concernés ont immédiatement été mis aux arrêts à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndou sur instruction du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Les enquêtes disciplinaires, administratives et judiciaires prescrites par le haut commandement et ouvertes par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettront de préciser les contours de ces intolérables agissements en rupture avec, d'une part, le respect des règles d'engagement et, d'autre part, la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. C'est un communiqué signé par le capitaine de vaisseau Atonfa Gemo Cyril. Il est le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Et il écrit également cette autre mise au point que le ministère de la Défense communique le jeudi 11 février 2021 est apparue sur la blogosphère une vidéo virale d'un reportage amateur présentant un adulte en pleurs avec dans ses bras un nourrisson calciné. Les auteurs de la mise en ligne de cette vidéo macabre attribuaient l'origine du feu fatal aux éléments des forces de défense et de sécurité accusés d'avoir mené un raid et incendié des maisons dans la localité de Batibo, département de la Momo, région du Nord-Ouest. Il n'en est absolument rien, mais alors rien du tout. Les tristes événements de Batibo renvoient plutôt à un règlement de compte entre 2 factions criminelles terroristes identifiées et qui sèment la mort et le désarroi dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'agit de l'Ambazonian Defense Forces, ADF, dirigée par le lugubre Aya Bacho, et du Southern Cameroon Defense Forces, SOCADEF, aux ordres du gourou et Benezer à Kwanga.
Et pour le cas d'espèce, des lampistes de l'Ambazonian Defense Forces, conduits par le pseudo-général Big Efang, alias Big Nomba, ont été chargés par Ayabacho de l'assassinat du prétendu général commando responsable des opérations terroristes de la SOCADEF dans le secteur de Batibo. Informé de cette expédition punitive, le surnommé commando s'est enfui avec son épouse, abandonnant dans l'urgence son nourrisson dans le repère qui lui servait également de dépôt de carburant frélaté, de contrebande, ainsi que de poudre pour canons artisanaux. Ces deux produits hautement inflammables et explosifs vont contribuer à alimenter l'incendie de la maison ordonnée en ultime représailles par le surnommé Big Efang, alias Big Number, calcinant au passage le nourrisson présent. Quelques heures plus tard, la propagande sécessionniste, appuyée par certains médias et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, font chorus d'une prétendue attaque des forces de défense et de sécurité à Batibo le 11 février 2021, pur mensonge et contre-vérité. Ce nouvel épisode de diabolisation de nos forces de défense et de sécurité semble clairement s'inscrire dans une logique programmée pour les démoraliser, voire les démobiliser dans la conduite de leur mission de défense de l'intégrité territoriale du pays et de protection des personnes et de leurs biens. C'est donc signé par le chef de division de la communication au ministère de la Défense également. À présent, cette nouvelle ce lundi à l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est désormais aux commandes de l'OMC. Elle a été désignée directeur général au cours d'une réunion spéciale du Conseil général de l'institution. Elle est âgée de 66 ans. On l'a connue comme ministre des Finances du Nigeria. Et elle sera aujourd'hui la première dame et même la toute première africaine à occuper ce poste. Elle prendra ses fonctions le 1er mars tout prochain. Souvenez-vous, c'était les 16 et 17 novembre dernier, la table ronde de la CEMAC à Paris pour rassembler les financements des 11 projets intégrateurs retenus dans le programme des réformes économiques de la CEMAC. Ce lundi, le PREF CEMAC tenait donc la deuxième réunion de suivi de cette table ronde de Paris. Pour l'essentiel, on retient qu'il s'est agi de préciser la répartition de cette cagnotte de Paris préalablement au lancement de ces projets. Nous faisons le point à Douala avec Alvin Baonganzier. Il faut traduire les paroles en actes et donner plus de crédibilité aux actions concertées des États membres de la CEMAC. La deuxième réunion du comité ad hoc dont les travaux vont tenir sur 5 jours à Douala est en phase avec les objectifs à atteindre. Il faut que certaines de nos institutions, la BAD, la Banque mondiale, la BDAC, descendent sur le terrain pour évaluer les projets. Contexte sanitaire oblige, les travaux en visioconférence vont permettre de déceler des pistes à explorer tant sur le plan de l'éducation, la construction des routes et l'électrification des pays membres. Nous avons choisi des projets susceptibles d'accélérer l'intégration, d'où le choix des projets routiers. D'où le choix des projets de barrages pour augmenter la capacité d'électricité. Pour les experts et autres financiers représentant les banques, il faut accélérer les étapes de la mise en œuvre des différents projets intégrateurs par la mise en place du tableau de bord de suivi des projets et de leur financement. Et nous restons au cœur de cette économie sous-régionale et nous allons à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale qui accueille la régionale d'épargne et de crédit, je vous l'annonçais en titre, et pour une offre publique de vente de 196 000 actions. Et pour mieux cerner cette opération, nous recevons maintenant l'administrateur directeur général de cette banque. Bonsoir, révérend Charles Rollin Amban Ekat. Amban Ekat, merci Adèle. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV.
Merci de nous accueillir dans votre merveilleux studio. Merci. Vous êtes donc l'administrateur directeur général de cette banque, la régionale d'épargne et de crédit. Pourquoi donc la régionale entame-t-elle et décide-t-elle de cette entrée en bourse? Cette question est vraiment pertinente et c'est une question que plusieurs personnes se posent. La réponse est à deux niveaux. Nous avons décidé d'entrer en bourse parce que nous avons des raisons non financières et des raisons financières. Pour les raisons non financières, nous devons dire que la bourse nous permet de réaliser notre vision et de garder ou d'implémenter encore l'une de nos grandes valeurs qui est l'innovation. En matière de vision, nous avons une vision, celle de développer une banque de premier ordre qui soit solide et qui succède à son promoteur, ceci de génération en génération. Et au niveau des valeurs, nous avons une très grande valeur qui nous est chère, à savoir l'innovation. Peut-être, vous pouvez ne pas le savoir, mais je vous annonce que la régionale d'épargne et de crédit est la toute première institution financière à accéder, à entrer en bourse dans le cadre de l'Afrique centrale. Donc, pour nous, ça rentre dans nos valeurs, ça rentre dans l'innovation. Et quelqu'un peut se dire, en quoi la bourse va-t-elle nous aider donc à réaliser notre vision? En réalité, lorsque nous entrons en bourse, on dit toujours, ne va pas en bourse qui veut, mais qui peut. Et les exigences de la bourse sont pour nous une opportunité et non une contrainte. Alors pour l'homme de la rue, cette entrée en bourse ne révèle pas quelques insuffisances internes à la banque? Non, c'est plutôt une très très grande performance et une ambition à être plus performant. Tenez, par exemple, un élément comme la transparence. Quand nous entrons en bourse, désormais, pour être en bourse, il faut avoir un très haut niveau de performance aussi, mais aussi de transparence. Vos états financiers sont désormais, par exemple, à la presse et tous les experts dans le monde entier peuvent analyser vos états, peuvent vous donner des suggestions. Par conséquent, au lieu que ce soit une contrainte, c'est plutôt un élément d'amélioration. Et vous devenez de plus en plus professionnel. Et vous avez désormais une institution financière comme la régionale qui devient l'institution financière du public. C'est-à-dire que les journalistes comme vous, qui appartient au grand public et avec autant de contrôleurs, autant de personnes qui peuvent dire un mot sur la régionale. Pour nous, c'est une très très grande opportunité. Qu'est-ce qu'on y gagne en réalité, acheter ces actions à la bien bourse? sûr, nous partons en bourse sur le plan financier, nous partons pour vendre des actions. Pour le commun, le cacaoyeur, par exemple, d'Indi Kinimeki, la bourse c'est un marché. On y va pour vendre quelque chose, on y va pour vendre des actions. Et nous partons vendre 196 000 actions au prix de 42 000. Alors, qu'est-ce que quelqu'un va gagner? Premièrement, il y a des gains, parce que la fierté qu'on a à être actionnaire. Vous savez, quand une banque se crée, combien de personnes savent même à quel moment on constitue le capital? On voit la banque nette. Mais aujourd'hui, nous donnons à tous ceux qui sont, pas seulement au Cameroun, à tout être humain, de pouvoir disposer de 210 000 francs au moins et de devenir actionnaire dans une banque. C'est inédit. Mais un tout petit actionnaire comme celui-là, qu'est-ce qu'il a à dire exactement sur la marche de cette institution? Est-ce qu'il a droit à la parole? Il en est fier d'abord d'être actionnaire, mais ensuite, lorsqu'on devient actionnaire dans une banque, il y a quelque chose qu'on gagne, le fruit des résultats. Vous imaginez, la régionale fait des résultats depuis 2005, on n'a jamais connu une perte. Le mot perte chez nous n'existe plus dans le dictionnaire. Donc quand on fait des résultats, il a des dividendes, il faut le dire. Moi, je vais vous prendre un exemple. Ceux qui ont investi en 2004, 100 000 francs. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le niveau de leur actionnariat? Ils sont à 3 600 000. 36 fois. Également, il faut le dire, à l'actif de l'intégrité du pasteur que vous êtes dans la vie. Voilà. Également en dehors d'être c'est justement ces valeurs qui nous dirigent. Et donc, les gens peuvent gagner de tels éléments. Alors, pour nos téléspectateurs, pour finir, monsieur l'administrateur directeur général, comment on peut donc devenir actionnaire? Les modalités, les procédures, c'est parfois compliqué à comprendre, hein, la bourse. C'est vraiment très facile pour devenir actionnaire. On a
faciliter toute chose. Premièrement, vous pouvez vous rendre à la régionale ou bien parmi les établissements placeurs, il y en a. Et si vous cliquez dans la régionale bourse.com, la régionale en un mot, bourse.com, vous cliquez là-bas, vous avez toutes les informations et la liste des établissements passeurs, que ce soit au Tchad, au Gabon, partout au Congo, les gens qui peuvent vous donner les actions de la régionale. Si vous venez à la régionale, on va vous donner un bulletin de souscription avec votre carte d'identité pour les particuliers. Vous souscrivez et vous versez de l'argent, c'est tout. Après, on va faire les attributions et vous deviendrez actionnaire. Voilà quelque chose de simple. Vous pouvez aller aussi simplement à la régionale.com, la régionale bourse.com, vous cliquez là-bas, je souscris et effectivement, vous deviendrez actionnaire à la régionale. Merci infiniment, révérend Charles Roland Omban Ekat, pour toutes ces explications et bon vent à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Merci parce que vous serez aussi des actionnaires, hein, tous les journalistes là, et je vous invite à être l'actionnaire à la régionale. L'invitation est passée, merci. Vous restez avec nous, nous parlons de la 10e journée mondiale de la radio qui était célébrée ce lundi en léger différé ici à la CRTV. Le directeur général de l'Office a présidé l'événement à la Maison de la Radio en Loncac. Charles Ndongo salue le travail de ses collaborateurs qui contribuent à maintenir le rôle primordial de la radio dans la communication sociale au Cameroun. Les articulations de cette belle fête, c'est un reportage de Daniel Menanga. Une décennie officielle pour la radio, plus de 30 années pour la CRTV. 4 novembre 1982. Jean-Claude te dit, qu'est-ce que moi je vais dire quand le président moi, je n'ai rien dit. On va lancer simplement le discours. Tant d'anecdotes qu'on conserve désormais dans un musée. Pour qu'à chaque passage pour le studio, ces célèbres plumes soufflent quelques mots à la relève. L'expression de satisfaction de nos millions d'auditeurs qui apprécient l'éclectisme de nos programmes, des matinées de la CRTV à Evening Bref, Lunch and Date, Cameroun Magazine au cœur de la nuit, et j'en passe. Notre radio est le meilleur reflet de notre diversité et le porte-voix naturel de nos différences. La relève perpétue plutôt bien l'héritage. La preuve avec ses 12 apôtres de l'excellence professionnelle radio en 2020. Leur apport dans la nouvelle radio comme un amplificateur de la capacité du réseau CRTV. L'un des clous de cette journée de la radio, c'était l'inauguration de la salle de rédaction du Poste national. C'est un espace de travail rénové. Comme on le voit ici à l'image, le directeur général Charles Ndongo qui coupe le ruban symbolique à l'entrée de cet espace de travail rénové. À l'ergonomie plus moderne, le directeur général invite journalistes et producteurs à en faire un laboratoire pour la production de programmes de qualité à la hauteur des défis de la radio d'aujourd'hui. À présent, la question qui fait débat au Cameroun en ce début de semaine, la musique camerounaise peut-elle redorer son blason terni par toutes sortes de déviances? Pour diverses raisons, les productions des artistes musiciens camerounais sont aujourd'hui inaudibles, dominées par le flot des sons venus d'ailleurs. Comment redonner ces lettres de noblesse à cette musique camerounaise qui a connu de meilleurs moments? C'est l'enquête de Barbara Padjama. Quand la musique camerounaise inspire. Des termes de rythme locaux mondialement repris en Côte d'Ivoire, en Argentine, aux États-Unis, partout. Aujourd'hui, le Cameroun écoute ses souvenirs et regrette les fausses notes introduites dès la fin des années 90. Après ces années-là, notre qualité musicale a perdu un peu de saveur. Ce n'était plus le makossa pur là. On mettait des ingrédients dedans, un peu de zouglou ivoirien, un peu de dombolo. La piraterie, la faible promotion des sons, la fermeture de plusieurs maisons de production, le métissage des percussions. Cette transition générationnelle a ouvert les frontières musicales et importé ce qui se danse ailleurs. C'est bien structuré et ça fait que l'image de ces artistes-là est mieux vendue chez nous
Et ils passent donc pour être des messies, des génies, des êtres extraordinaires qu'on paye donc à prix d'or. Une ordonnance de 1976 qui demande qu'on joue 80% des musiques camerounaises et contre 20% des musiques étrangères. Des morceaux composés ailleurs, très consommés ici. Les diffuseurs ne jouent pas toujours leur partition. Les DJ aujourd'hui essaient de provoquer les artistes camerounais parce qu'ils disent qu'il faut qu'on les paye. Mais je me demande quand ils jouent par exemple Nas ou P. Diddy ou alors Beyoncé, si Beyoncé les paye. Pourtant il y a de la matière aujourd'hui encore. Mais sur quelle piste réexporter le genre camerounais? Plus on joue une musique, plus le public adopte. Assurer les droits d'auteur, rouvrir les salles de spectacle, zapper la mentalité. C'est toute l'écurie du showbiz qu'il faut recomposer pour filtrer l'écoute. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Faisons à présent le point de cette lutte que mène le Cameroun contre le coronavirus avec ce constat ce soir. Toutes les régions du Cameroun ne sont pas logées à la même enseigne. Elles ne sont pas affectées de manière égale par le Covid-19. Par exemple, le Nord reste la région la moins impactée, derrière la Damawa et le Sud. Pour cette cartographie en chiffres de la propagation du virus, je vous propose de retrouver Évariste Eyenga au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, il y a une inégale répartition de l'impact du coronavirus Covid-19 sur le triangle national. Si l'on prend ce repère, le découpage administratif par région, par exemple, le centre, celle du centre arrive en tête, largement d'ailleurs, avec plus de 14 000 cas positifs. C'est un cumul entre le mois de mars de l'année dernière et ce mois de février. 14 068 cas confirmés, précisément suivi du littoral, 9 047 cas positifs. L'Ouest arrive à la 3e position avec 1754 cas positifs. L'Est, 1322 cas positifs. On peut s'arrêter là pour ce qui est de la tête de classement des régions les plus impactées. Au fond de ce classement, vous le releviez tantôt, Adèle, c'est le Nord avec 643 cas au fond, juste avant la Damawa et la région du Sud. Cet impact inégal, il peut être observé également sur une toute autre échelle. On prend par exemple les districts, les découpages sanitaires, les districts de santé. Il y en a 190 au Cameroun, seulement 177 sont affectés dans notre pays, soit une superficie de 93,2% de districts impactés. Donc au niveau du Cameroun, vous retrouvez pratiquement donc 13 qui n'ont jamais connu l'impact et les affres de la maladie à coronavirus Covid-19. Merci pour ces précisions, Évariste. Nous allons dans le Noun, région de l'Ouest, pour constater qu'elles sont effacées. Les traces du terrible incendie de novembre dernier, la porte des tranchées de Fumban, réhabilitée, était inaugurée hier dimanche sous la houlette du sultan Ibrahim Mbombo-Ndioya, en dépit de la tristesse du deuil en cours dans sa famille. Serge Atanganabiso revient de Fumban. Tout de même sorti le roi, douleur muette, altière majesté, malgré la perte d'un frère ce dimanche même. Pour la porte brûlée, il y a 3 mois, le monument restauré et amélioré. Des sociétés secrètes, des invités de marque et des coups de fusil de traite, 100 selon la tradition. Le roi a dévoilé l'édifice partiellement réceptionné, puis reçu les honneurs sur ce trône qui modifie l'architecture de la porte telle qu'on la connaissait avant. On a voulu
symboliser plus davantage en mettant ce trône pour que lors d'un Ngwen, lors des grandes cérémonies culturelles et traditionnelles, on ne puisse pas être toujours en train de transporter le trône du roi sur le site. Pour la paix, les clés de la porte ont été remises au préfet du Noun pour transmission au maire de la ville de Fumban. La culture, le chaînon, peut-être manquant jusque-là. La porte des tranchées rénovée s'enrichit de ce mur d'histoire Bamoun. On pourra y lire le roi Njoya et son alphabet. On pourra tout aussi bien redécouvrir les visages des ancêtres. Ceci sous la bienveillance du roi pouvant trôner sur place à l'envie pour renforcer les talismans anti-maléfices aux portes de la ville. Serge Atanganabiso à Fumban pour la CRTV. De Fumban, nous allons à Kribi pour finir avec ce bel hommage rendu à la place portuaire du Sud, un géant mondial de l'armement maritime qui vient de baptiser l'un de ses navires du nom de Kribi. Le bâtiment flottant de CGMA Kribi donc était accueilli avec enthousiasme sur la place. Assurément un élément de notoriété pour ce port. Freddy Melingui. CMA CGM Kribi est un bâtiment flottant majestueux, 255 mètres de long, 14 mètres de tirant d'eau, d'une capacité de 5500 conteneurs de 20 pieds. C'est le tout premier navire à porter le nom de la place portuaire de Kribi depuis sa mise en exploitation en 2018. Parti de Singapour pour Kribi en 17 jours, il a accosté avec toute sa cargaison au port de Mboro avec à son bord 20 membres d'équipage. C'est une fierté pour le Cameroun. Partout où ce navire ira, les gens se poseront la question de savoir qu'est-ce que Kribi, qu'est-ce que le port de Kribi et où se trouve le port de Kribi. Pour ce voyage inaugural avec Kribi comme premier port d'escale en Afrique sur la ligne Asie-Afrique, le capitaine du bateau a reçu un cadeau symbolique en guise de témoignage de satisfaction du directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melom. Un symbole d'attachement de l'armateur CMA CGM qui fait connaître le port de Kribi et le Cameroun à travers le monde. C'est pour marquer d'un symbole fort notre présence ici au port de Kribi. Avant de mettre le cap sur Cotonou au Bénin, le navire Kribi battant pavillon Malte a reçu l'hommage qui lui était dû dans le bassin portuaire de Mboro. Les deux remorqueurs, baptisés Roi Madola et Roi Maessé, sont entrés en action, formant une haie d'honneur arrosée de magnifiques jets d'eau. Un rituel qui encadre ainsi le baptême du navire Kribi en guise de revoir. La fin du 20h30 qui revenait largement sur la célébration des 88 ans du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Gisèle Zé et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Elvis Tegeke et Sadou Mamoudou. Pour l'instant, vous retrouvez immédiatement sur cette antenne Yves-Marc Medzo et ses invités dans Présidence Actu. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Un Isbet, Bookmaker Company. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football.